Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc du coup, peut-être pour reprendre brièvement, effectivement, moi je suis Mehdi Triki, effectivement responsable des affaires publiques et institutionnelles du Hub Francia. Donc peut-être pour commencer, le Hub Francia, c'est une association en fait qui a été créée en 2017. Donc du coup voilà, je vous le dis, une association qui a été créée en 2017. Donc fédératrice de l'écosystème IA français, concrètement avec une ambition effectivement de soutenir le développement de l'intelligence artificielle en France, mais aussi à travers l'Europe. Concrètement, actuellement, on est un peu plus de 170 membres pour une cinquantaine de partenaires. 170 membres, ça fait quoi? Ça fait à peu près un bon 50% des startups qui existent actuellement dans l'écosystème, qui sont vraiment des startups fournisseuses de solutions en intelligence artificielle. Les partenaires, bien entendu, c'est des partenaires qui ont effectivement une vocation écosystémique. Et donc, quand je dis vocation écosystémique, ça veut dire pas uniquement des fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle, mais aussi des financiers, donc c'est-à-dire des fonds de venture capital, aussi, bien entendu, des partenaires de la recherche. Donc, on a effectivement un tissu de structures qui sont autour de nous donc pour agir en tant que réseau, en tant qu'écosystème, pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions. Et donc, qu'est-ce que nous, on produit au sein du Hub Francia? Plusieurs choses. On produit effectivement de la note de synthèse, donc pour, par exemple, casser un sujet X ou Y autour de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on a travaillé sur une note de synthèse l'année dernière à ChatGPT. On a aussi travaillé donc, du coup, sur le sujet de l'IA éthique, avant le sujet de la réglementation, parce que le sujet de la réglementation a bien entendu pris le pas sur un certain nombre de choses qui étaient en fait dans le giron de l'éthique de base. Puis une partie contrôle des risques des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était opéré par notre groupe de travail banque. Et aussi, on a une cartographie des startups européennes et un volet français notamment sur cette cartographie des startups européennes qui est updaté tous les ans et qui est une ressource très importante, bien entendu, pour l'écosystème. Pourquoi? Parce que déjà, de un, ça permet d'avoir effectivement une idée un peu plus claire de combien de startups existent actuellement dans l'intelligence artificielle, mais aussi, bien entendu, de savoir potentiellement se projeter, avoir un peu plus de métriques sur dans quel domaine, quelles applications, quelles technologies particulières de l'intelligence artificielle. Donc voilà ce qu'on est en mesure de faire au Hub Francia. Alors, par contre, j'ai pas le télécommande. Allez là. Ok. Donc, du coup, trois parties donc pour cette présentation. C'est quoi l'IA? Parce que je pense qu'à mon avis, vous avez dû entendre énormément de choses à ce sujet-là. Surtout beaucoup de choses très fausses. Parce que bon, quand vous écoutez effectivement et quand vous alimentez uniquement via les médias généralistes, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits concernant l'intelligence artificielle. Certaines fois de manière bienveillante, certaines fois de manière un peu malveillante, malheureusement. Une partie sur la stratégie nationale, donc du coup en intelligence artificielle, pour vous donner un peu le prisme, on va dire, de la stratégie économique qui existe en France vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et une troisième partie sur les bénéfices et les risques de l'intelligence artificielle, sans non plus trop effectivement rentrer dans la caricature. On est le Hub Francia, un tiers de confiance sur le sujet de l'intelligence artificielle. On officie depuis 2017, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, les positions en hauteur, en prise de recul, à froid et avec des éléments concrets, c'est plutôt notre chose. C'est plutôt ce qu'on fait. Et donc du coup, sur la partie bénéfices et risques, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de grandes saillies à ce sujet-là. Alors, donc du coup, c'est quoi l'IA? Donc déjà, la première chose que j'aime bien présenter, généralement, quand je parle d'intelligence artificielle, c'est à quel point l'intelligence artificielle, en fait, est une technologie qui sidère, en fait, tous les secteurs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez parler, effectivement, du retail, de financial services, du secteur de l'automobile. Peu importe, généralement, l'intelligence artificielle
a pris et maintenant prend une grande part en fait dans la transformation de tous les secteurs de l'économie. Et effectivement, vous voyez la partie Media and Entertainment qui en fait partie. Alors, donc ça, cette figure est très intéressante parce que du coup, vous voyez en fait le taux en fait d'appropriation de l'IA par rapport au taux d'appropriation du digital de manière plus générale. Et effectivement, on voit que pour l'instant sur la partie Media and Entertainment, donc ça c'est une source de Gartner, la partie effectivement IA n'est pas encore très exploitée. Et pourtant, je pense qu'à mon avis, il y aura énormément de personnes du coup des industries culturelles et créatives qui parleront aujourd'hui, qui seront capables effectivement de vous dire tout ce qui existe un peu mieux que moi en intelligence artificielle et tout ce qui se fait de très bien déjà. Donc du coup, pour revenir brièvement sur l'intelligence artificielle et son évolution, là vous voyez en fait ce graphique, hein, donc du coup de 1950 jusqu'à 2023 aujourd'hui, où vous voyez qu'il y a eu énormément d'évolution et on est passé par un certain nombre effectivement de balbutiements d'intelligence artificielle, parce qu'on a eu l'IA numérique avec... l'IA symbolique, qui était en fait le premier concept d'intelligence artificielle où on essayait d'entraîner en fait des intelligences artificielles à comprendre des symboles. Donc comprendre des symboles, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire comprendre en fait des concepts un peu complexes. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'un rond? À quoi sert un rond, etc. Et on est passé en fait pendant un certain temps par plusieurs creux, plusieurs hivers, comme vous le voyez, avec ces sinusoïdes, avec des avancées, donc la cybernétique, perceptron. Puis après, il y a eu les premières applications industrielles à peu près vers fin 70 plutôt, fin 70-80, avec le début des réseaux de neurones, le data mining, machine learning, le big data, le deep learning qui sont arrivés bien plus tard, et là qui sont en fait, on va dire que la dernière grande vague avant l'IA générative, hein, effectivement, de l'intelligence artificielle, ça a été le deep learning. Et maintenant, bien entendu, on a l'intelligence artificielle générative. Donc, assez rapidement, quelle est la différence entre la data science et l'IA? Parce que c'est toujours très compliqué à expliquer aux gens. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est plus une question en fait d'imbrication en fait entre concepts plus qu'autre chose. Voilà, hein, dans l'univers de la data science, vous voyez que tout se mêle un peu avec, bien entendu, les maths et les statistiques. L'expertise business et la computer science. Et concrètement, vous voyez que l'intelligence artificielle n'est qu'une partie de la data science et contient une partie du big data. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, mais ça vous le verrez plus tard parce que je vous l'expliquerai après, l'intelligence artificielle, si elle fonctionne, et demain, si votre intelligence artificielle fonctionne et elle veut fonctionner correctement, il faut qu'elle soit abreuvée de données, énormément de données. Et donc du coup, bien entendu, le big data est très important, est une technologie qui est très importante pour le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, vous avez aussi donc du coup au sein de l'intelligence artificielle deux technologies dont vous entendez parler quand même relativement assez souvent, qui sont le machine learning et dont le deep learning, qui est une sous-partie du machine learning. Donc voilà, juste pour que vous compreniez que il y a des scopes qui sont différents. Il y a des choses qui s'entremêlent, des concepts qui s'entremêlent, des technologies qui s'entremêlent sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et tout ça n'est pas que un faisceau de choses qui existeraient tous de manière très transversale. Tout fonctionne et fonctionne ensemble. Alors, petit sujet démystification, disons, sur la question programmation versus machine learning. À quoi ça sert en fait une intelligence artificielle? Et pourquoi on utilise une intelligence artificielle? Pourquoi on ne code pas juste un programme? Et quelle est la différence entre un programme classique et en fait le machine learning? Concrètement, demain, si vous savez coder un algorithme, effectivement, qui va vous donner la solution à un problème exact, donc un problème, je ne sais pas, par exemple, demain, j'ai besoin d'automatiser une base de données client et de sortir par exemple tous les noms ou de créer un logiciel qui sort les noms spécifiques de certains clients que je recherche. Voilà, donc ça c'est de la programmation classique. Vous allez savoir comment donner la solution, comment donner la solution exacte à ce problème, et donc du coup programmer un logiciel mais classique et un programme classique. Alors que le machine learning c'est très différent.
En fait, il n'y a pas d'algorithme qui peut donner la solution exacte. Donc, du coup, il faut apprendre une solution approximative. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir deux phases, une phase d'apprentissage et une phase donc, de consommation de données. Et dans tous les cas, en sortie, on a un programme. Effectivement, que vous fassiez de la programmation classique ou du machine learning, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, vous faites quand même de la programmation. Alors, du coup, je pense qu'à mon avis, ça, c'est quelque chose de relativement important pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est quelles sont les deux étapes clés, en fait, du processus de l'intelligence artificielle. Donc, il y en a un qui est très simple, c'est construire le modèle. C'est-à-dire, voilà, demain, on a un dataset, donc c'est-à-dire une base de données sur laquelle on va entraîner notre modèle. Et ce modèle, derrière, à partir du moment où il est entraîné et il est réentraîné plusieurs fois, il va atteindre un niveau de performance qui va nous permettre de l'exécuter et de pouvoir effectivement l'utiliser de manière régulière et de continuer d'ailleurs en plus à alimenter sa performance. Et donc voilà, il y a ces deux phases de construction de modèle et exécution qui sont en fait très importantes parce que c'est aussi comme ça que fonctionnent les LLM aujourd'hui dans l'IA générative. Un LLM, par exemple, vous prenez ChatGPT. ChatGPT, il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner une première fois sur voilà, de la détection de mots, etc., de français, en français, en anglais, etc., pour qu'il comprenne et pour qu'il intègre et qu'il ingère en fait tous ces mots-là, qu'il les réutilise et pour qu'il apprenne en fait de toute la sémantique pour déduire le mot le plus probable qui va arriver dans une phrase demain. Et après, il y a la phase d'exécution, en fait, phase plus, on va dire que vous voyez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire comment l'algorithme d'IA générative, et comment l'IA générative, excusez-moi, répond à vos questions. Voilà, donc ça, c'est ces deux phases-là. La phase d'entraînement, c'est la phase qui est interne, bien entendu, avant la publication du modèle, et il y a le run, le build et le run, comme je vous le dis, comme vous le voyez, effectivement, comme il est sur ChatGPT, simple. Donc, ce qui est nouveau aujourd'hui, bien entendu, c'est l'IA générative. Donc, c'est une technique qui vise à produire du contenu impossible à distinguer d'un contenu par un humain. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le présente généralement au France-IA. Donc, ça peut être du texte, du code, des images, des vidéos, de la voix et de l'audio. Et effectivement, c'est un affolement parce que il y avait de mémoire, effectivement, ce plus de 1 million d'utilisateurs en 5 jours de ChatGPT. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui l'utilisent. C'est bon, on voit encore aujourd'hui des développements absolument incroyables par rapport à ce qui est capable de faire ChatGPT, notamment en termes de rendu vidéo là dernièrement. Donc c'est effectivement la pointe de la technologie. Je vais pas non plus trop m'attarder sur le sujet parce que derrière il y a aussi l'idée de la stratégie nationale qui me tient à cœur. Je vais faire une présentation relativement brève sur la SNIA. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet effectivement qui est là plus de l'ordre de la politique économique. Donc bon, je sais pas dans quelle mesure ça peut vous intéresser, mais en tout cas moi je trouve que c'est important en général de le présenter parce que ça peut vous donner aussi des clés de lecture de comment on investit l'intelligence artificielle et comment le gouvernement a choisi d'investir l'intelligence artificielle d'un point de vue économique. Donc du coup, il y a effectivement ce rapport Villani, dont certains ont sûrement dû entendre parler en 2018. La SNIA, donc du coup, est née suite au rapport Villani. Il y a eu effectivement une première phase avec donc du coup 1,5 milliard d'euros qui ont été alloués dès mars 2018. Puis une seconde phase là, donc du coup qui est en cours. Pour 2,2 milliards d'euros, du coup. Il y a un plan coordonné de l'Union européenne pour l'intelligence artificielle, qui est présenté en décembre 2018, qui a été révisé en 2021, avec donc bien entendu les questions d'espace européen de données, de gouvernance européenne, de régulation de l'intelligence artificielle, dont vous a parlé Dominique Boutonnat tout à l'heure, et aussi de la question Horizon Europe et Digital Europe.
avec plusieurs sources d'investissement bien entendu, PIA 3, PIA 4, France 2030 bien entendu, qui est le véhicule le plus important en fait actuellement pour financer la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et le Resilience and Recovery Facility, c'est la tranche Resilience and Recovery Facility de France Relance, qui avait 20% de numérique et dont effectivement on sert actuellement. Donc c'est à peu près ça les poches actuellement de financement, les sources d'investissement. Pour en venir à quelque chose de bien plus concret, en gros, les quatre piliers de cette SNIA, c'est d'avoir une filière IA innovante, d'avoir des communs de l'IA. Des communs de l'IA, ça veut surtout dire effectivement d'avoir des infrastructures communes, notamment avec Jean Zé, qui est effectivement à Saclay, qui est en fait tout simplement un supercalculateur. Donc des infrastructures qui sont bien entendu souveraines pour le développement et l'évaluation des intelligences artificielles. Il y a bien entendu une question de données, comme je vous le disais tout à l'heure, la donnée est très importante du coup dans l'intelligence artificielle, puisque c'est vraiment la source, et c'est vraiment, je pense qu'on peut le dire, le point le plus crucial, c'est la source en fait d'une IA performante et d'une IA de confiance. Et une partie aussi donc du coup sur les compétences bien entendu, puisque le sujet de l'intelligence artificielle fait l'objet comme tout plein de domaines effectivement d'un besoin en formation. Et donc du coup c'est sur ces 4 piliers là que la stratégie nationale du coup s'appuie. Avec donc du coup les objectifs de cette seconde phase dont je vous parlais, dans laquelle on est actuellement, donc diffuser l'IA dans l'économie, donc qui rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, la formation des talents et les compétences pour l'intelligence artificielle, le soutien à l'offre deep tech et le rapprochement entre l'offre et la demande. Voilà. C'est actuellement les trois objectifs qui existent dans la seconde phase de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et dans cette seconde phase de la SNIA, du coup, on a... Alors, non, c'est pas ça. Le volet formation, c'est pas super intéressant. La partie des dispositifs pour une IA de confiance non plus, je pense que je peux vous le passer. Mais on a des dispositifs, effectivement, qui ont déjà été lancés dans le cadre de la SNIA, donc de la phase 2. C'est là, en fait, où vous allez pouvoir voir tout simplement les poches de financement qui existent et combien de budget, comment le budget est alloué. Il y a donc un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir qui existe, donc du coup pour 700 millions d'euros à peu près, qui effectivement permet de déposer des projets pour effectivement, je sais pas, par exemple, nous, ce qu'on a fait au Web Francia, c'est qu'on a fait un projet de référentiel de compétences en intelligence artificielle. Et là, on va d'ailleurs attaquer sur un référentiel de formation en intelligence artificielle pour essayer d'avoir une question de vase communicant et de rapprocher, entre guillemets, la partie offre de formation et la partie en fait, besoin qui est à côté des entreprises. Après, il y a le volet Deep Tech, du coup, qui est un peu le cœur de cette stratégie, avec plusieurs AAP, donc la API à embarquer, donc pour 155 millions d'euros, et 2 appels à projets, donc communs de l'intelligence artificielle générative et IA de confiance, et un AAP démonstrateur d'IA dans les territoires pour en fait essaimer et potentiellement répliquer des choses qui marchent quelque part dans le territoire au niveau national, globalisé. Et bien entendu, là dernièrement, on a aussi un sujet, donc, c'est plus un programme de BPI France qui s'appelle IA Booster pour 25 millions, qui permet en fait aux entreprises TPE, PME qui n'ont pas vraiment fait d'intelligence artificielle avant dans leur vie, de pouvoir se lancer dans un premier projet d'intelligence artificielle. Et de se lancer en fait avec un tiers, donc avec une start-up qui est déjà fournisseuse de solutions en intelligence artificielle. Et nous d'ailleurs on a une initiative donc du coup qui a inspiré cette IA Booster, donc du coup de BPI à l'échelle nationale, qui s'appelle PACIA, qu'on faisait avec la région Île-de-France et qui marche très bien. Donc après le dernier, c'est la partie un peu plus recherche qui s'appelle IA Cluster. Là, effectivement, c'est mettre de l'argent effectivement dans l'infrastructure, notamment dans la puissance de calcul aussi. Donc, la dernière partie, donc IA bénéfices et risques. Je vais être assez rapide et je vais aussi vous rassurer sur les messages, il n'y a pas de problème.
Donc l'IA, donc bien entendu, est toujours plus efficace que les humains. C'est une phrase un peu galvaudée, et enfin vous le voyez d'ailleurs, le efficace est entre guillemets. Pourquoi on peut dire actuellement que, enfin certains diraient que l'IA est plus efficace que les humains, c'est parce qu'effectivement on a fait passer plein de batteries de tests aux intelligences artificielles génératives, et elles ont globalement, dans la majorité des cas, réussi mieux que la majorité des humains. Notamment dans les tâches qui sont liées à la perception, et comme je vous le disais, dans la plupart des examens professionnels et académiques, avec GPT-4 qui atteint des performances entre guillemets humaines, même au-delà de l'attendu humain. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'IA ne peut pas remplacer l'humain. L'IA est un outil. C'est un outil et ça reste un outil. Un outil dont vous êtes au contrôle et qui ne va pas demain prendre le pas sur vos tâches, parce que, bien entendu, les tâches qui font la valeur de vos métiers ne pourront pas être remplacées, puisqu'elles dépendent de vous, la plupart du temps. Et effectivement, là où l'IA peut être intéressant, et c'est ce que nous, on dit généralement au Web France IA, c'est quand ça peut être un levier, un outil de productivité pour vous, et pour vos business, pour ce que vous faites dans vos métiers. Donc effectivement, au-delà de ce caractère-là d'outil, ce que je dis généralement, c'est que l'IA est généralement effectivement un outil spécialisé, très spécialisé, pour des tâches très très précises. Là, pour l'IA générative, on est en train de dépasser ce cadre-là, effectivement, de l'outil de l'outil très spécialisé, pour quelque chose effectivement qui est en train de devenir un peu plus généraliste. Bon. C'est un peu complexe, mais une fois de plus, on n'est pas. Enfin moi personnellement, je suis pas encore super convaincu de effectivement le second point, qui est cette idée de l'IA générale, dont beaucoup de personnes parlent, du jour en fait où potentiellement une intelligence artificielle pourrait tout faire, serait omnipotente pratiquement. Donc du coup, c'est une position qu'on a, et c'est la position de notre conseillère scientifique. Donc du coup, je l'utilise un peu comme aujourd'hui comme bouclier. Françoise Soulier, merci. Du coup, l'IA générale n'est pas pour maintenant, et probablement jamais. Même si les LLM pourraient effectivement faire mieux que ce qu'ils font actuellement dans l'IA générative. Même si, comme on vous le dit, bien entendu, c'est un sujet qui est actuellement un débat. Je finirai donc très rapidement sur les enjeux. Comme je vous l'ai dit, il apporte des bénéfices donc pour les citoyens, bien entendu, dans un tas de domaines. Je pense que vous pouvez le mesurer, vous, dans votre vie, si vous utilisez ChatGPT. Parce que maintenant, c'est... Vous savez, l'IA générative, c'est en fait la partie immergée, enfin émergée immergée ou émergée. Bon bref, la partie visible de l'iceberg. Et concrètement, c'est ce que vous pouvez constater effectivement de l'intelligence artificielle. Pour le business, bien entendu, c'est quelque chose nous qu'on a constaté depuis bien plusieurs années. Pour l'intérêt du public, bien entendu. Mais il y a que l'IA comporte quand même des risques, déjà de 1 pour la sûreté des consommateurs et des utilisateurs, et pour les droits fondamentaux. Et d'ailleurs, on est nous-mêmes très, très contents, et on a très bien accueilli cette réglementation du coup, qui s'appelle AI Act, qui devrait entrer en vigueur pour 2026 à peu près. Et au-delà de ça, bien entendu, voilà, on a aussi des positions sur des questions éthiques en intelligence artificielle, notamment sur les questions environnementales, qui sont des questions relativement cruciales actuellement. Et voilà, c'est surtout sur ça qu'on souhaite insister. Et on est bien entendu aussi au courant que l'IA peut générer des peurs. La perte d'emploi, c'est le cas très très marginalement, très 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 marginalement pour l'instant. La discrimination et les biais dans les données, mais ça pour le coup c'est vraiment quelque chose sur lequel vraiment tous les porteurs publics sont très très attachés, enfin tous les porteurs publics font énormément attention. La perte de contrôle, c'est du fantasme une fois de plus, mais c'est effectivement une des peurs que
que l'IA peut générer. La capacité à comprendre aussi le fait que certaines fois les modèles sont des black box, donc c'est-à-dire opaques, dont on ne comprend pas réellement le fonctionnement et pas les résultats. Les résultats faux et les manipulations, bien entendu. Vous le voyez d'ailleurs et vous avez sûrement dû le constater en utilisant ChatGPT. Il y a certaines fois des hallucinations quand même relativement importantes de ChatGPT qui sont faites sur des réponses qu'il va donner. Donc avec des sources fausses ou inventées même directement, notamment. Et bien entendu, il y a une question aussi sur la génération, bien entendu, de fake via Midjourney. Voilà. Enfin, vous avez pu voir effectivement, par exemple, les images du président de la République grimées en gilet jaune, par exemple. Et bien entendu, les risques de cybersécurité qui sont liés à tous ces sujets-là. Et c'est ainsi que je conclus et que je vous remercie donc du coup pour cette invitation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que le propos introductif vous aura permis de au moins vous ouvrir déjà un peu à la suite de cette journée. Voilà, je vous remercie.